3 mois, plus de 60 attaques, Nakami vacille. Entre janvier et mars 2025, la courbe s'infléchit sans silence total. Marché rouvert par intermittence, école réactivée après plus de 2 ans, famille revenue par étapes, tandis que l'État reprend des axes et coordonne armées régulières et volontaires pour la défense de la patrie avec une pression constante sans victoire médiatique. À l'échelle nationale, près de 72% du territoire repasse sous contrôle étatique, contre moins de 60% auparavant. Que vaut cette reprise quand Ibrahim Traoré fixe la ligne ? Si elle tient, tout change. Ce récit ne promet ni victoire rapide, ni tableau rassurant. Il propose une lecture précise d'un moment intermédiaire, souvent mal compris, où une amélioration locale encore fragile commence pourtant à produire des effets mesurables au-delà de Nakami. L'intérêt pour le lecteur est clair, distinguer, sans triomphalisme ni cynisme, ce qui relève d'un progrès réel et ce qui demeure conditionnel, réversible, exposé au moindre choc. L'enjeu dépasse la seule sécurité immédiate. Une stabilisation partielle modifie la relation entre l'État et les communautés, réactive une économie de proximité longtemps paralysée et redessine, à petite échelle, la confiance collective. A l'inverse, un faux départ transformerait ces signaux en déception profonde avec des coûts humains, sociaux et politiques élevés. Ce texte ne dresse pas un palmarès, il pèse des équilibres. Il observe comment des décisions stratégiques se traduisent sur le terrain, comment la vie civile reprend sans garantie durable et pourquoi cette phase est la plus risquée. Comprendre ces mécanismes maintenant permet d'évaluer la suite au moment où la trajectoire impulsée par Ibrahim Traoré engage bien plus que Nakami. Entre janvier et mars 2025, plus de 60 attaques frappent la région de Nakami, puis la fréquence recule suffisamment pour modifier les usages quotidiens. Dans le même intervalle, environ 72% du territoire national repasse sous contrôle étatique, contre moins de 60% auparavant, un écart qui change les comportements locaux sans annoncer une victoire. Cette dissociation constitue la première clé. La violence persiste, mais elle devient intermittente. Le risque n'est plus constant, ce qui ouvre une fenêtre étroite où les habitants testent le terrain. Les retours commencent 2 jours, s'allongent prudemment, puis se stabilisent membre par essais successifs. Cette séquence se répète de village en village, sans garantie, mais avec une cohérence nouvelle. À Nakami, la reprise ne se lit pas d'abord dans les communiqués, elle s'observe dans des gestes ordinaires, un étal remis en place, une classe qui rouvre avec quelques élèves, un axe à nouveau praticable. Ces signaux n'effacent pas la menace, ils la déplacent, ils créent un seuil psychologique où la peur cesse d'être paralysante. La ligne stratégique associée à Ibrahim Traoré structure cette phase sans l'exposer. La sécurisation est graduelle, la coordination renforcée entre armées régulières et volontaires pour la défense de la patrie, et la pression maintenue sans annonce spectaculaire. Le choix assumé n'est pas celui d'une victoire médiatique, mais d'une normalisation progressive. Un sous-officier déployé depuis 18 mois décrit un basculement précis. Une fois la peur légèrement contenue, explique-t-il, la société teste ses propres limites. La reconstruction sociale précède parfois la consolidation militaire, inversant un schéma classique observé ailleurs au Sahel. Ce décalage explique pourquoi une amélioration locale, encore fragile, peut produire des effets bien au-delà de Nakami. À Nakami, la dynamique se comprend à travers des figures ordinaires qui servent de capteurs avancés. Un directeur d'école, revenu après 2 ans d'absence, décrit des salles encore vides et des parents hésitants. Les premiers jours, le silence pèse davantage que la menace. Puis quelques élèves arrivent, suivis d'autres. Ce mouvement lent installe un signal lisible. La peur recule avant que la sécurité soit totale. L'école devient ainsi un indicateur plus fiable qu'un rapport, parce qu'elle exige une présence quotidienne et expose immédiatement toute rupture. Dans les marchés, la logique est similaire. Les étals sont modestes, les volumes faibles, mais la fonction sociale reprend. Vendre n'est qu'une partie de l'enjeu. Les échanges servent à vérifier qui est revenu, qui manque encore et combien de temps on peut rester. Cette normalité partielle agit comme un test collectif, ajusté jour après jour. La reprise n'est pas linéaire, elle progresse par essai, pause, puis reprise.
Ces impacts précoces modifient la relation avec les forces de sécurité. La présence militaire cesse d'être uniquement dissuasive et devient un cadre dans lequel la vie civile tente de s'insérer. L'effet est d'abord psychologique. Voir un enseignant ouvrir une classe ou un commerçant réinstaller un étal réduit la perception d'abandon qui dominait auparavant. L'enjeu tient dans cette phase fragile. Si ces signaux se maintiennent, ils renforcent la confiance et encouragent d'autres retours. S'ils s'interrompent brutalement, la désillusion peut être rapide et profonde. À ce stade, chaque geste compte, non pour ce qu'il promet, mais pour ce qu'il permet d'imaginer à court terme. Tout commence par un ajustement discret. Au début de l'année 2025, face à une intensification des attaques dans la région de Nakami, les autorités burkinabées modifient leur posture sans annonce majeure. Les unités de l'armée régulière renforcent leur coordination avec les volontaires pour la défense de la patrie, tandis que des mesures de surveillance plus fines sont mises en place. L'objectif n'est pas d'occuper tout l'espace, mais de sécuriser des axes précis, des villages clés et surtout les trajets reliant marchés, écoles et zones agricoles. Cette phase pose les bases sans produire d'effets visibles immédiats. Le basculement intervient lorsque ces choix commencent à se traduire sur le terrain. En quelques semaines, certaines zones jusque-là désertées redeviennent praticables. Les forces burkinabées reprennent des positions stratégiques dans les vallées de Nakami, limitant les mouvements adverses et réduisant leur capacité de nuisance. Les attaques ne disparaissent pas, mais leur fréquence baisse suffisamment pour créer une marge de manœuvre. C'est dans cet intervalle que la vie civile s'engouffre. Les marchés rouvrent de façon intermittente, les écoles reprennent avec des effectifs réduits et des villages commencent à se repeupler partiellement. Une opération sécuritaire se transforme alors en dynamique sociale. Ibrahim Traoré joue un rôle structurant dans cette séquence. Sa ligne stratégique privilégie une montée en puissance graduelle plutôt qu'une démonstration de force spectaculaire. L'approche vise à éviter l'effet de surchauffe, souvent suivi d'un recul brutal. Les décisions prises au sommet cherchent à maintenir une pression constante, tout en laissant aux communautés locales l'espace nécessaire pour reprendre leurs activités. Le message implicite est clair, la sécurité n'est pas une fin en soi, mais un cadre temporaire destiné à permettre le retour de la normalité. Dans la période qui suit, les effets persistent au-delà des opérations initiales. Les villages repris ne redeviennent pas immédiatement prospères, mais cessent d'être des zones fantômes. Les familles reviennent par étapes, testant la solidité du dispositif. Les commerçants évaluent les risques avant d'investir davantage. Les enseignants, souvent parmi les premiers à revenir, stabilisent une présence qui rassure. Cette phase est marquée par une prudence généralisée, mais aussi par une cohérence nouvelle dans les comportements. Cependant, la stabilité reste fragile. Les groupes insurgés, affaiblis mais actifs, cherchent à contourner les zones sécurisées. Et chaque attaque réussie menace de briser la confiance naissante. La durée devient alors l'épreuve décisive. Les gains ne se mesurent plus en kilomètres repris, mais en capacité à maintenir, jour après jour, un minimum de normalité. C'est cette durée, plus exigeante que la phase initiale, qui déterminera si les progrès observés à Nakami peuvent dépasser le stade expérimental et s'inscrire dans la trajectoire nationale. Le point de départ chiffré est clair. Entre janvier et mars 2025, la région de Nakami subit plus de 60 attaques, puis la fréquence recule suffisamment pour modifier les usages quotidiens. Ce basculement ne signifie pas la disparition de la violence, mais un déplacement mesurable du risque. La menace n'est plus permanente, elle devient intermittente, ce qui change la manière dont les habitants évaluent leurs décisions. Ça, en pratique, l'absence de certitude absolue laisse place à des choix conditionnels, répétés, révisables. Un deuxième indicateur, plus structurant, concerne le contrôle territorial. À la mi-2025, environ 72% du territoire national est repassé sous contrôle étatique contre moins de 60% auparavant. Cet écart ne relève pas d'une simple lecture cartographique, il se traduit par le retour progressif de l'administration locale, la sécurisation de certains axes et la réapparition de services de base dans les zones reprises. Là où l'État redevient visible, même de façon minimale, les comportements civils évoluent.
Les déplacements diurnes augmentent, les échanges locaux reprennent et les retours temporaires deviennent plus fréquents. Un troisième indicateur porte sur les infrastructures sociales, en particulier l'école. Si, après plus de 2 ans de fermeture, certaines classes rouvrent avec des effectifs limités. Chaque réouverture reste modeste, parfois fragile, mais son impact dépasse largement le cadre éducatif. Une école en activité suppose des enseignants présents, des parents impliqués et une logistique minimale sécurisée. Elle devient ainsi un marqueur de confiance, souvent plus parlant qu'un communiqué officiel. Dans plusieurs districts, cette reprise scolaire s'accompagne d'une réactivation progressive des marchés, suggérant un lien direct entre sécurité perçue et activité économique locale. Les données économiques confirment cette lecture prudente. Les échanges commerciaux reprennent, mais à faible volume. Les routes réhabilitées permettent à nouveau la circulation de convois sans garantir des flux réguliers. La production agricole montre une amélioration partielle, insuffisante pour assurer une autonomie durable. Ces chiffres indiquent un redémarrage, non une consolidation. Ils rappellent que la stabilisation sécuritaire précède souvent la reconstruction économique sans la garantir automatiquement. Pris isolément, aucun de ces indicateurs ne prouve une stabilité durable. Ensemble, ils dessinent une trajectoire. Sous l'impulsion stratégique d'Ibrahim Traoré, l'approche consiste à accepter des progrès graduels, mesurables, plutôt qu'un contrôle total immédiat. Moins d'attaques me permettent plus de retours civils, plus de présence civile justifie le maintien de la sécurité. Cette continuité nourrit la confiance. La limite reste évidente. Un retournement sécuritaire pourrait inverser rapidement ces tendances. Bon, les chiffres décrivent un moment précis, mais ils montrent qu'un seuil a été franchi. Une première lecture, favorable à la stratégie en cours, insiste sur la cohérence des signaux observés, la baisse relative des attaques, la reprise d'environ 72% du territoire et la réouverture progressive des écoles formeraient un ensemble convergent. Selon cette position, la coordination entre l'armée régulière, les volontaires pour la défense de la patrie et les communautés locales crée un effet cumulatif. Chaque village repris renforce la légitimité de l'État, chaque marché rouvert nourrit la confiance et chaque retour civil stabilise l'environnement sécuritaire. Dans cette optique, accepter des gains modestes mais continus serait plus efficace que rechercher des succès rapides et fragiles. La durabilité primerait sur la vitesse. Une lecture plus sceptique appelle toutefois à la prudence. Elle rappelle que la diminution des attaques ne signifie pas une neutralisation durable des groupes insurgés. Ceux-ci peuvent ainsi se replier, se fragmenter et frapper ailleurs, parfois avec plus de mobilité. Les zones reprises restent exposées à des infiltrations ponctuelles, capables de briser rapidement la confiance acquise. Sur le plan économique, cette position souligne la faiblesse persistante des volumes commerciaux et la lenteur de la reprise agricole. Les marchés rouvrent, mais leur survie dépend directement du maintien sécuritaire. Sans amélioration structurelle des ressources et des infrastructures, la stabilisation pourrait rester superficielle. Ces deux positions s'appuient sur des éléments vérifiables. Les optimistes invoquent des tendances mesurables et des seuils franchis. Les sceptiques s'appuient sur des précédents régionaux où des phases similaires ont été suivies de retours en arrière. La divergence porte moins sur les faits que sur leur interprétation et surtout sur le rythme. L'une parie sur une progression graduelle auto-renforcée. L'autre redoute un essoufflement avant consolidation. La synthèse se situe entre ces pôles. Les progrès observés sont réels, mais conditionnels. Ils dépendent d'un équilibre délicat entre pression sécuritaire, continuité civile et ressources disponibles. Si l'un de ces éléments faiblit, l'ensemble peut vaciller. A l'inverse, s'ils se renforcent mutuellement, même lentement, la trajectoire peut se stabiliser. L'incertitude ne disqualifie pas la stratégie, elle en définit le défi central. Là, ce point médian change la lecture de Nakami. Jusqu'ici, l'hypothèse dominante supposait qu'une sécurisation complète devait précéder tout retour civil. Or, ce qui se joue sur le terrain inverse partiellement cet ordre. La vie quotidienne reprend sans attendre la fin des menaces. Elle s'insère dans leurs interstices. Cette réalité transforme la stabilité en processus négocié en continu plutôt qu'en état final.
ce basculement révèle une logique stratégique plus large. En acceptant une stabilisation imparfaite, les autorités misent sur un effet d'entraînement social. Un marché ouvert, même fragile, crée des dépendances économiques. Une école en activité ancre des familles. Ces ancrages rendent le retrait plus coûteux, tant pour les civils que pour les forces de sécurité. La présence humaine devient alors un facteur de dissuasion indirecte, complémentaire aux opérations militaires. Dans cette approche, Ibrahim Traoré reste central, non par des annonces spectaculaires, mais par une ligne directrice cohérente. La souveraineté n'est pas proclamée, elle est testée à petite échelle. Chaque zone reprise devient un laboratoire où l'État observe si la société peut tenir sans assistance massive. La question n'est plus seulement de reprendre le territoire, mais de savoir si la vie peut y rester. Cette révélation redéfinit les attentes. Elle invite à mesurer les progrès non par des cartes, mais par des usages, et ouvre l'interrogation décisive sur la capacité à maintenir cette normalité partielle dans la durée. Pour l'État, c'est la reprise partielle observée à Nakami produit d'abord un effet de crédibilité opérationnelle. La présence administrative redevient visible dans certaines zones, même de manière minimale. Des services de base fonctionnent à nouveau, des axes sont sécurisés et la continuité territoriale s'améliore. Cette situation permet de tester la capacité à gouverner au-delà du strict cadre militaire. Sous l'orientation stratégique d'Ibrahim Traoré, chaque zone stabilisée sert de preuve pratique. L'État peut réapparaître sans dépendre d'un soutien extérieur constant. Cette crédibilité reste toutefois conditionnelle, car elle tient tant que sécurité et vie civile progressent ensemble. Pour les acteurs économiques locaux, les effets sont plus ambivalents. Les marchés rouvrent et les échanges reprennent, mais à une échelle réduite. Les commerçants évaluent quotidiennement le risque avant d'investir davantage. Les routes réhabilitées facilitent la circulation sans garantir des flux réguliers. Cette reprise permet néanmoins de recréer des chaînes locales d'approvisionnement modestes mais essentielles. Elle redonne un rôle économique à des villages longtemps marginalisés. En revanche, l'absence de volume suffisant limite la capacité d'accumulation et rend ces activités très sensibles à la moindre dégradation sécuritaire. Pour les habitants, l'impact est avant tout social et psychologique. Le retour à l'école, même partiel, redonne une structure au quotidien. Les familles qui reviennent le font par étapes, testant la solidité du dispositif. Cette normalité fragmentée modifie la perception du risque. La peur ne disparaît pas, mais elle cesse d'être paralysante. Les gestes ordinaires, travailler un champ, ouvrir un étal, envoyer un enfant en classe, deviennent des actes de confiance mesurés. Cette dynamique renforce l'idée que la stabilité n'est pas seulement imposée d'en haut, mais coproduite par les communautés. À l'échelle régionale et pour les observateurs extérieurs, Nakami devient un point de référence. Ce qui s'y joue dépasse le cadre local. La trajectoire alimente les débats sur la souveraineté et la reconstruction dans le Sahel. Elle montre qu'une reprise partielle peut générer des effets réels sans masquer ses fragilités. Les partenaires régionaux et internationaux observent si ce modèle peut être transposé ailleurs ou s'il reste lié à des conditions spécifiques. Dans cette lecture, Sam Ibrahim Traoré incarne moins une figure personnelle qu'un choix de méthode. Tester la souveraineté par le terrain. L'ensemble de ces conséquences dessine un équilibre précaire. Chaque groupe bénéficie d'un gain limité mais réel. Chaque groupe supporte aussi un risque direct en cas de rupture. La question centrale devient collective. Ces effets peuvent-ils se renforcer mutuellement assez longtemps pour produire une stabilité durable, ou resteront-ils des îlots fragiles dans un environnement encore instable? Un premier scénario, dit de continuité prudente, repose sur le maintien des équilibres actuels. Les forces burkinabées conservent une pression régulière dans les zones clés de Nakami, sans extension rapide. Les marchés restent ouverts de façon intermittente, les écoles poursuivent leurs activités avec des effectifs limités, et les retours civils se stabilisent à un niveau modeste. Les attaques persistent, mais demeurent sporadiques, suffisantes pour rappeler la fragilité sans inverser totalement la dynamique. Dans ce cadre, l'État consolide ce qu'il contrôle déjà. La stabilité reste partielle mais lisible, ce qui permet d'éviter un recul brutal et d'ancrer des usages quotidiens.
Un second scénario, plus favorable, suppose une accélération contrôlée, une coordination renforcée entre armées régulières, volontaires pour la défense de la patrie et autorités locales permettrait d'élargir progressivement les zones sécurisées au-delà de Nakami. Les axes deviendraient plus fiables, favorisant des échanges commerciaux plus réguliers. Les écoles rouvriraient dans d'autres districts, créant un effet d'entraînement social. La reprise agricole pourrait s'intensifier si la sécurité perçue s'améliore durablement. Dans cette hypothèse, les gains modestes s'additionnent. La normalité partielle devient plus robuste, sans dépendre immédiatement d'un soutien extérieur massif. La trajectoire resterait graduelle, mais elle gagnerait en profondeur. Un troisième scénario, plus sombre, naîtrait d'un affaiblissement de la continuité, une pression accrue sur les forces locales, un manque d'équipement ou une fatigue opérationnelle pourrait réduire la présence sécuritaire. Les groupes insurgés exploiteraient alors les failles pour mener des actions ciblées, suffisantes pour briser la confiance naissante. Les marchés refermeraient, les écoles suspendraient leurs activités et les familles hésiteraient à rester. La dynamique de reprise se figerait, voire s'inverserait, ainsi produisant une désillusion profonde chez des populations récemment revenues. Ces trois trajectoires ont un point commun, aucune ne dépend d'un événement unique. Elles résultent d'une série de décisions cumulées. Le facteur déterminant n'est pas la vitesse, mais la cohérence. Maintenir des gains limités peut s'avérer plus stratégique qu'une expansion rapide mal soutenue. La recommandation de lecture est simple. Pensez en termes de seuil soutenable plutôt que de victoire définitive. C'est cette discipline, plus que l'ambition, qui conditionnera la suite. Pour les habitants des zones rurales comparables à Nakami, cette trajectoire agit comme un miroir prudent. Elle montre qu'un retour partiel à la normalité peut précéder des garanties complètes. Les gestes quotidiens reprennent avant les certitudes. Revenir de jour, rouvrir un commerce modeste, relancer une parcelle agricole deviennent des décisions graduées, ajustées aux risques perçus. Cette lecture n'idéalise pas la situation. Elle rappelle que chaque choix comporte une exposition réelle. Mais elle suggère qu'attendre une sécurité parfaite peut aussi prolonger l'immobilisme. La stabilité se construit alors par paliers, à condition d'accepter des avancées réversibles. Pour les jeunes urbains, souvent éloignés du terrain mais directement concernés par ces effets, l'expérience de Nakami éclaire un autre angle. Elle donne un contenu concret à des notions abstraites comme la souveraineté et la légitimité. Voir des écoles rouvrir et des marchés fonctionner, même de façon limitée, permet de juger des politiques publiques à l'aune de leurs effets observables plutôt que de leurs promesses. Cette grille de lecture peut nourrir un engagement civique plus informé, moins polarisé entre optimisme naïf et rejet systématique. Pour les acteurs locaux, enseignants, commerçants, responsables communautaires, l'enjeu est plus direct. Leur présence stabilise un environnement fragile. En maintenant une activité, même réduite, ils transforment une zone sécurisée en espace vécu. Cette responsabilité accrue s'accompagne d'une vulnérabilité réelle, car ils sont souvent les premiers exposés en cas de rupture. Leur rôle n'est ni héroïque ni symbolique. Il est fonctionnel et décisif. À l'échelle nationale, cette dynamique invite à un regard attentif sur la durée. Ce qui compte n'est pas l'annonce d'un succès, mais sa capacité à se maintenir. Cette exigence de continuité devient un critère central pour évaluer la trajectoire en cours. La priorité immédiate consiste à consolider ce qui existe déjà. La première étape est sécuritaire, maintenir une présence régulière et prévisible dans les zones reprises en ciblant les axes reliant villages, marchés et écoles. Le critère d'évaluation est simple. Réduire les incidents sur ces trajets pendant des périodes continues afin que les déplacements civils deviennent routiniers plutôt qu'exceptionnels. Sans cette continuité, les usages replient aussitôt. La deuxième étape concerne les services publics essentiels. Les autorités locales doivent garantir la réouverture durable des écoles, des dispensaires et des points d'eau. L'indicateur pertinent n'est pas le nombre d'infrastructures rouvertes, mais leur fréquentation régulière. Une école ouverte mais vide ne stabilise rien. Une école fréquentée, même partiellement, ancre les familles et structure le quotidien. Cette permanence crée des habitudes collectives difficiles à inverser. La troisième étape est économique
et ciblée, il s'agit de soutenir les petits commerces, de sécuriser les circuits de distribution locaux et de faciliter l'accès aux marchés de proximité. L'objectif n'est pas une croissance rapide, mais une circulation minimale et continue des biens. Cette activité réduit la dépendance à l'aide extérieure et renforce l'autonomie locale, condition centrale de la stratégie actuelle. Une quatrième étape, souvent sous-estimée, touche à la coordination. Les acteurs militaires, administratifs et communautaires doivent partager des informations simples et régulières. Cette synchronisation limite les décisions contradictoires et permet d'ajuster les efforts en temps réel. Sous l'impulsion stratégique d'Ibrahim Traoré, cette approche vise à éviter les ruptures d'eau brutales entre sécurité et gouvernance. Enfin, la mesure constante des résultats est indispensable. Chaque avancée doit être évaluée pour être corrigée, non célébrée. Cette feuille de route ne promet pas une stabilité rapide, mais une trajectoire contrôlée, où chaque pas consolide le précédent. À Nakami, le symbole le plus parlant n'est ni une carte ni un communiqué, mais une porte rouverte, celle d'une salle de classe, d'un petit commerce, d'une maison longtemps fermée. Ces gestes ordinaires donnent un visage humain à une trajectoire souvent décrite en termes abstraits. Ils rappellent que la stabilité ne commence pas par des déclarations, mais par des usages répétés, visibles, parfois fragiles. Le retour progressif des familles, l'hésitation, puis la persévérance des enseignants, la prudence des commerçants composent une narration sans triomphalisme. Rien n'est acquis, tout est testé. Cette réalité rend la situation plus vulnérable, mais aussi plus crédible. Elle évite l'illusion d'une victoire définitive et met en lumière le coût réel de chaque avancée. Dans ce cadre, la stratégie associée à Ibrahim Traoré apparaît moins comme un projet idéologique que comme une méthode. Laisser la société éprouver ce qu'elle peut soutenir, sans masquer les risques. Une phrase résume ce chemin. La normalité revient avant la certitude. Ce rappel agit comme un fil conducteur. Il montre que la souveraineté ne se proclame pas en un instant. Elle se construit par continuité, par endurance, par acceptation d'un risque mesuré. C'est cette inversion discrète, observée à Nakami, qui donne à l'expérience sa portée au-delà du local. L'expérience de Nakami invite à déplacer le regard. Elle ne propose ni modèle universel, ni solution clé en main. Elle pose une question collective sur la manière dont les sociétés sortent des zones grises quand la sécurité reste imparfaite, mais que l'immobilisme devient lui aussi coûteux. Ici, la reconstruction ne commence pas par des sommets diplomatiques ou des plans massifs, mais par une accumulation de décisions locales, souvent invisibles, parfois réversibles. Cette trajectoire met en lumière une responsabilité partagée. Les autorités définissent un cadre, les forces de sécurité le rendent possible. Mais ce sont les communautés qui lui donnent un contenu réel. C'est cette articulation fragile qui explique à la fois les progrès observés et leur vulnérabilité. Sous l'orientation stratégique d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso teste une voie où la légitimité se mesure moins aux annonces qu'à la persistance des usages quotidiens. Pour le lecteur, la réflexion dépasse le Sahel. Faut-il attendre des garanties totales avant d'agir, ou accepter une reprise imparfaite pour éviter l'enlisement ? Comment reconnaître des progrès réels sans perdre de vue leurs limites ? La réponse n'est pas tranchée, elle se construit dans la durée, par l'observation attentive de ce qui tient et de ce qui cède.